Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RTI 1, les titres de ce mardi 26 septembre. La cérémonie d'investiture du président élu en Angola, João Lourenço, c'est aujourd'hui mardi. Le président Alassane Ouattara est arrivé sur place hier lundi. Il va y prendre part avant de regagner Abidjan aujourd'hui même. Hier lundi, la 3e édition du forum Investir en Afrique s'est ouverte à Dakar au Sénégal. Initié par la Chine, ce forum offre des opportunités d'affaires entre les pays africains et les bailleurs de fonds chinois. Pyongyang menace d'abattre les bombardiers américains. Les récents propos de Donald Trump sur la Corée du Nord constitueraient une déclaration de guerre. Washington, de son côté, juge absurde les accusations du régime nord-coréen. Bienvenue dans le 13h. Il est arrivé à Luanda, en Angola. Le président Alassane Ouattara va prendre part ce mardi à la cérémonie d'investiture du président élu João Lourenço. Son retour est prévu aujourd'hui même à Abidjan. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, lui, a regagné Abidjan hier soir. Il était à Dakar, au Sénégal, pour la 3e édition du forum Investir en Afrique, avec pour thème la transformation de l'Afrique par l'innovation. Ce forum de Dakar, initié par la Chine, offre des opportunités d'affaires entre les pays africains et les bailleurs de fonds chinois. Herman Guivet. Accélérer le développement de l'Afrique par l'innovation, le thème retenu pour cette 3e édition du Forum Investir en Afrique. Un thème dont la pertinence rassure les participants qui ont fait le déplacement de Dakar pour prendre part à ce forum. Des hommes d'affaires chinois et autres investisseurs désireux d'apporter leur contribution au développement du continent via l'outil numérique. Initiative de la Chine, de la Banque mondiale, le président sénégalais Macky Sall a salué l'engagement de la Chine aux côtés de l'Afrique en vue de travailler à l'émergence du continent. Il a également plaidé pour l'accès au financement par les secteurs privés africains. Je pense que le forum Investir en Afrique, en relation avec la Banque mondiale, devrait apporter, en tout cas, ou lever un coin du voile sur le financement, l'accès au financement par le secteur privé africain. Nous sommes dans l'ère du renforcement du processus démocratique sur le continent et de l'effort d'émergence. Dans cette nouvelle dynamique, je suis persuadé que par la force de l'investissement et du partenariat, l'Afrique peut réaliser en un temps plus court qu'il n'y paraît les conditions de son décollage économique. Nous sommes disposés à travailler avec tous nos partenaires dans ce sens. Présent à ce forum, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui représentait le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est félicité de cette vision, une vision déjà admise et partagée en Côte d'Ivoire, une vision qui gagnerait à s'amplifier pour des résultats plus satisfaisants. L'Afrique est désormais, il faut le souligner, visible sur les cartes économiques. Les potentialités du capital humain font de l'Afrique un continent d'opportunités et d'avenir. Le recours plus accru au savoir et à l'innovation aidera l'Afrique à mettre en œuvre les nombreuses initiatives de développement actuelles et futures. Il faut développer les compétences, les technologies et les capacités d'innovation dont le continent a besoin pour concrétiser le programme de transformation de l'Afrique. Il me semble également impérieux d'envisager d'inscrire la promotion du savoir et de l'innovation au cœur des politiques pour le développement. Comme l'a rappelé le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à l'occasion de la 5e édition du Forum des marchés émergents tenu à Abidjan, le 26 mars 2017, je cite, « C'est par l'intégration de la science et la technologie dans les modèles de production et d'organisation que l'Afrique saura faire face aux défis futurs, notamment ceux liés au réchauffement climatique, à la disponibilité d'énergie renouvelable abondante, à l'autosuffisance alimentaire, à la santé pour tous et l'industrialisation et l'emploi. » Fin de citation. Les hommes d'affaires chinois ont pour leur part réitéré leur engagement à accompagner les projets de développement en Afrique, la coopération étant déjà fortement avancée dans plusieurs domaines tels l'énergie, les infrastructures, les technologies de l'information et de la communication, avec une place de choix accordée à l'innovation technologique.
Célébration ici en Côte d'Ivoire du 68e anniversaire de la République populaire de Chine. La première dame, Dominique Ouattara, était invitée. Elle avait à ses côtés le vice-président Daniel Kablan-Duncan et plusieurs membres du gouvernement. Alexis Ouedraogo. La Chine a mis les petits plats dans les grands pour la célébration de son 68e anniversaire. L'occasion de mettre en lumière les forces de la coopération sino-ivoirienne. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, on est en train de bâtir un réseau de coopération qui permet à tous les services de police d'être mieux fusionnés. Et puis, deuxième projet, c'est la vidéoprotection de la ville d'Abidjan. Au plan économique aussi, la coopération se veut plus forte. La Chine est aujourd'hui, sur la base des statistiques de 2016, le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, avec plus de 920 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux. On sait que le stade olympique des Bipé est l'œuvre de la coopération sino-ivoirienne, après le palais de la culture de Treichville. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la Chine et la Côte d'Ivoire sont des partenaires importants, mais surtout avec un avenir prometteur. Et pour joindre l'utile à l'agréable, un spectacle haut en couleur a été déroulé, acrobatie, chant et danse. Les stands, eux, auront permis aux invités de découvrir le Made in China. Je ne savais pas qu'il y avait autant de réalisations chinoises en Côte d'Ivoire. Donc je suis heureuse d'avoir pu voir les sociétés et les entreprises qui travaillaient avec nous sur le pays. Et je félicite monsieur l'ambassadeur de toutes ces sociétés. La Chine appuie le développement du pays à travers le financement de projets, parmi lesquels le barrage hydroélectrique de Soubré qui sera livré bientôt. Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la contraception. À Bouaké, pour l'occasion, l'AIBF offre gratuitement des services de consultation en santé de la reproduction, planning familial, dépistage du cancer du col de l'utérus et aussi médecine générale. Kader Sogodogo. La contraception se définit comme l'ensemble des méthodes visant à éviter de façon réversible et temporaire la fécondation. Chaque 26 septembre, le monde entier accorde un regard particulier à la contraception à travers une journée marquée par des activités liées à sa promotion. En Côte d'Ivoire, c'est Bouaké, deuxième ville du pays, qui abrite la célébration officielle. Plusieurs activités sont initiées pour être au contact des populations. Le Programme national de la santé de la mère et de l'enfant, à travers l'agence ivoirienne de marketing social AIMAS, a retenu 2 sites. Le centre de santé du quartier Dar es Salaam et le marché de Koko pour des sensibilisations, des consultations et des distributions gratuites de contraceptifs. L'AIMAS a été invité par le gouvernement ivoirien à travers le Programme national de la santé de la mère et de l'enfant à l'effet de pouvoir réaliser des activités de mobilisation communautaire afin de réaliser la promotion de la planification familiale. Des femmes qui adhèrent aux différentes méthodes. Le planning familial, ça nous permet de faire moins d'enfants pour éviter beaucoup de problèmes. C'est piqûre, moi j'ai fait. Ça me permet de mettre espace entre mes enfants. Là, comme ça, je peux bien m'occuper de mon mari et de ma famille. Plus de 300 femmes ont reçu gratuitement des contraceptifs. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence en contraceptifs chez la femme est de 21%. 3 types de contraceptifs sont utilisés dans le pays. Les hormonaux, à savoir oral, injectables et des implants. Les mécaniques avec les préservatifs. Plus de 40 millions par an sont consommés sur le territoire. Le diaphragme, les spermicides et le dispositif intra-utérin. Et enfin, la contraception chirurgicale ou irréversible. Ligature des trompes chez la femme et la vasectomie chez l'homme. L'AIMAS a donc offert des consultations et aussi des produits contraceptifs à ces femmes de Bouaké. Lors de la 72e Assemblée générale de l'ONU, la ministre ivoirienne de la Santé et de l'Hygiène publique a mobilisé la communauté internationale autour de la conférence internationale sur le VIH et les IST. De retour en Côte d'Ivoire, elle travaille sur les préparatifs de l'événement sur le terrain. Chris Diomandé, Delphine Blanc. Après la 72e Assemblée générale des Nations unies, visite de la ministre de la Santé au CHU de Treichville, au siège du secrétariat local d'Ikaza, la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. Sur place, le travail avance bien pour que cette réunion de haut niveau sur le sida et les IST soit une réussite à Abidjan. Nous venons de la 72e Assemblée générale des Nations unies
où nous avons eu à faire un plaidoyer auprès de tous nos partenaires pour qu'ils puissent soutenir ICASA 2017 à Abidjan. Nous avons fait le constat qu'il y a effectivement un grand engouement de tous nos partenaires. Nous avons également fait part à Monsieur le Président de la République à New York. Nous avons échangé sur la tenue de ICASA. Le Président, en tout cas, apprécie justement le fait que ICASA se tienne en Côte d'Ivoire et il nous a encouragés, en tout cas, à faire en sorte que ce soit une réussite. J-67, un rendez-vous ICASA, un site www.icasa2017côtedivoire.org. Près de 7000 délégués attendus à Abidjan en décembre. Il faut accélérer les choses. Après le CHU de Treichville, direction Plateau, une autre réunion au cabinet. Réunion de suivi des préparatifs d'ICASA. Point des sites d'hébergement, plan média, présentation du site web, point de l'état d'exécution des travaux et des diligences réalisées. Tout a été passé au peigne fin, avec des directives données par Dr Raymond Goudou Kofi. Une bonne organisation du secrétariat local encouragée par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui veut relever le défi d'une conférence qui aura tenu toutes ses promesses. Opération don de sang à Abengourou, zone est de la Côte d'Ivoire. Plus de 500 poches de sang ont pu être collectées. Le sang, ce produit essentiel dans la vie d'un homme, est devenu une denrée rare dans les centres de santé de la région de l'Indéné-Guablé et surtout au centre régional et hospitalier d'Abengourou. Un fait qui occasionne de nombreux cas de décès des enfants, des femmes en couche et des blessés. L'ONG Mohamedia a voulu réagir face à cette situation. Cette structure islamique a organisé une journée de collecte de sang en vue de répondre aux besoins sanitaires des populations. Cette action sociale a mobilisé un nombre important de fidèles musulmans et des autres confessions religieuses. 500 poches de sang ont été récoltées par les agents du Centre national de transfusion sanguine au cours de cette opération. Pour le guide spirituel de la communauté islamique Mohamedia, Seydina Abdourahmane Konaté, cette initiative s'inscrit dans les actions de sa structure qui vise à contribuer au bien-être de la population. Quand ça a été constaté à l'hôpital qu'il y avait pénurie de sang, il n'y a pas d'autre solution que de donner le sang, venir vraiment en aide de la population pour qu'on puisse faire un djihad. Parce que les gens ont tendance de comprendre, quand on parle de djihad, les gens ont tendance de comprendre qu'il faut prendre peut-être des armes pour aller tomber sur des non-musulmans ou bien pour aller kidnapper des gens, que c'est ça qui est djihad. Djihad en arabe, ça veut dire fournir des efforts positifs. En plus de cette opération de don de sang, la communauté islamique Mohamedia œuvre dans le social à travers des dons de vivres et non-vivres aux couches défavorisées, à l'éducation et à la formation des jeunes. La ville d'Abengourou enregistre un nombre important de fidèles de cette communauté, dirigée par Seydina Abdourahmane Konaté. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire tient depuis ce matin son assemblée générale ordinaire. Une rencontre pour des présidents de conseils régionaux et gouverneurs de districts de faire le bilan des activités de leur fêtière et le bilan est jugé satisfaisant au vu des actions de développement réalisées dans les régions. Un point d'honneur est mis sur l'éducation, la santé, la lutte contre le réchauffement climatique et la coopération internationale. Le Forum régional des villes intermédiaires du Moyen-Orient et de l'Asie de l'Ouest a pris fin. D'importantes résolutions ont été prises, notamment dans les domaines de la migration, du développement des villes et du changement climatique. Mamadou Kwasi. Le Forum régional des villes intermédiaires du Moyen-Orient et de l'Asie de l'Ouest a pris fin avec d'importantes résolutions. Des résolutions portant sur l'engagement des élus locaux à mettre en place une politique d'insertion de prise en charge de nombreux déplacés et réfugiés. Car selon le CGLUA MEOA, la région est confrontée à de nombreuses crises qui favorisent le déplacement des populations. En plus de la question de la migration, les maires des villes intermédiaires de la Turquie, du Liban, de la Palestine et des autres pays de la sous-région souhaitent une meilleure condition de vie et de l'amélioration de l'agriculture. Tout cela à travers la mise en place d'une véritable politique de lutte contre le réchauffement climatique. Ces résolutions seront soumises au sommet mondial. La Côte d'Ivoire a eu son mot à dire au cours de ce sommet de Nevşehir en Turquie. Nassimah Touré a présenté les conclusions de la rencontre d'Odiéné. La population urbaine en Afrique s'élève actuellement à 472 millions d'habitants, mais elle va doubler au cours des 25 prochaines années pour atteindre 1 milliard d'habitants en 2040. Dès 2025, les villes intermédiaires africaines abriteront environ 187 millions d'habitants. Nos États devront aider les villes à développer des stratégies et à se doter de ressources pour
s'adapter à cette croissance démographique. Ce sommet régional était l'occasion pour la délégation ivoirienne de signer de nombreux accords de jumelage avec des villes turques. Des projets portant sur la gestion des ordures ménagères, l'urbanisation, l'emploi des jeunes et le tourisme. Rendez-vous a donc été pris courant novembre 2017 pour le Forum régional des villes intermédiaires de l'Europe, avant la rencontre du continent américain, puis le sommet mondial en 2018. Dans l'actualité judiciaire, c'est la reprise du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Ce mardi marque le deuxième jour de témoignage de Philippe Mangou, l'ex-chef d'état-major des armées. L'opération de sécurisation Épervier 3 se poursuit. La police nationale a saisi dans la commune d'Adjamé plusieurs plaques d'immatriculation fantaisistes, des véhicules aux vitres teintées non d'origine et plusieurs fabricants de plaques d'immatriculation ont aussi été interpellés. Abou Sanogo. L'opération Épervier 3 est en ses ailes dans la commune d'Adjamé. La police nationale prend pied à Adjamé Mirador. Objectif, lutter contre les véhicules à plaques minéralogiques fantaisistes et les véhicules à vitres teintées et démanteler les réseaux de fabrication des dites plaques. Cette traque contre ces véhicules fait partie de l'ensemble des opérations d'envergure de la police nationale pour combattre la criminalité sous toutes ses formes. Les véhicules aux vitres teintées sont des véhicules souvent utilisés par les malfrats pour commettre des infractions. Tant qu'il y aura des vitres teintées non d'origine qui vont circuler, ils sont en infraction, donc on va toujours les traquer. Désormais, vous qui roulez avec vos noms sur les véhicules, vous qui roulez avec les plaques banalisées, il n'y aura pas de pitié pour vous. Pour ce début d'opération, différentes plaques d'immatriculation, notamment des plaques diplomatiques, militaires, étrangères, ivoiriennes et personnalisées ont été saisies. Certaines sont même fabriquées sur des matières plastiques. Plusieurs véhicules aux vitres teintées également saisis, les fabricants interpellés. À ce lot s'ajoutent les engins à deux roues, les tricycles et les gbaka, tous saisis pour incivilité. Les tricycles sont interdits de circulation sur les grands axes. On les trouve souvent sur le VGE, c'est pas normal. Il y en a même qui transportent des gens. Donc les tricycles qu'on va apercevoir dans la circulation en train de transporter des gens en plein plateau, on va donc les sanctionner. Cette opération menée sur instruction du directeur général de la police nationale, supervisée par le préfet de police d'Abidjan, a mobilisé les éléments de la division de l'ordre public et la sécurité routière, l'unité de régulation de la circulation, le groupe mobile d'intervention et la brigade de lutte contre l'incivilité. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, créée il y a à peine une année, est aujourd'hui un exemple de réforme de l'enseignement supérieur. Elle enregistre sur sa plateforme de formation 3346 étudiants en informatique. Quel est le mode d'enseignement et de fonctionnement de cette université? Christelle Menant et Salima Toudia se sont intéressés à la question. Chers amis étudiants, je suis Dr Lobo, communicologue en sciences de l'information et de la communication. Je vais vous entretenir sur le sujet Initiation aux médias sociaux. Ce sera le cours que... Ce module, en cours d'enregistrement, sera diffusé à environ 3000 étudiants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Parmi eux, Yao, étudiant en première année d'informatique. Les cours sont simplifiés et toujours disponibles parce qu'on reçoit les cours sous forme de fichiers, donc on peut les revoir autant qu'on veut. Comme lui, plus de 3000 étudiants suivent ces cours à distance. 25% d'entre eux vivent à l'intérieur du pays. À 59 km d'Abidjan, Yves est aussi étudiant à l'UVCI. Depuis son domicile à Bonoua, il accède à environ 9000 ressources d'enseignement et d'apprentissage disponibles sur la plateforme de formation. Cela à l'aide d'un kit d'accès à la connectivité disposant d'1 giga de volume Internet offert par l'université. Avec 200 francs, je vais sur la plateforme de l'université virtuelle et télécharge mes cours sous forme de fichiers PDF et j'essaie de bosser jusqu'à ce que, à la fin de la semaine, arrive pour faire mes devoirs ensuite. Loin des amphithéâtres souvent combles, les cours sont dématérialisés. Place au numérique éducatif dans l'enseignement supérieur. 23 enseignants nationaux et 5 enseignants associés issus d'universités étrangères co-construisent les cours. Il n'y a pas que seulement les enseignants qui participent donc au process de formation. On a besoin d'accompagnateurs pédagogiques, qu'on appelle aussi les tuteurs. Et le tuteur est chargé de suivre ces devoirs-là. Est-ce que ces devoirs sont rendus à temps? Faire le bilan pour savoir qui sont ceux qui n'ont pas rendu les devoirs, pour pouvoir les relancer et savoir la cause
un principal donc, qui les a poussés à ne pas faire ses devoirs. En plus des devoirs en ligne chaque semaine, les étudiants se rendent à l'université 2 fois par an pour une évaluation présentielle. Cette dernière compte pour 70% dans la note finale. Les devoirs à distance, c'est pour Yves, du côté de Beaunois, un véritable problème. Quand je suis sur la plateforme pour faire mes devoirs, la connexion se coupe et j'arrive pas à terminer les devoirs. Je suis obligé de sortir, aller au cyber, de connecter et puis bon, terminer les devoirs ensuite. Une connexion au cybercafé qui lui revient 200 francs l'heure. Une modique somme qu'il demande à sa mère 1 à 2 fois par semaine. Bonjour Yves. Donc, essayez pas avoir 200 francs, aller au cyber, télécharger mes cours. Pour cette maman commerçante, la balance coût du transport et coût de connexion Internet est vite faite. Et le gain fort apprécié, même si au départ, les appréhensions étaient nombreuses. Les gens nous ont dit non, qu'il ne va pas avoir quelqu'un pour l'expliquer. On balance les cours comme ça et puis c'est pas réel. Quand j'ai su qu'il peut rester ici et suivre son cours, j'ai été soulagée parce que le transport coûte cher, 2500 par jour et l'Internet 500 francs. Je trouve que c'est bon. Au cybercafé, Yves retrouve Guy, un autre étudiant de l'université virtuelle. Au-delà des avantages économiques, certaines préoccupations plus pédagogiques demeurent pour lui. C'est vrai que nous recevons le cours en ligne, mais pour les travaux dirigés, nous avons besoin d'être en présentiel afin de mieux comprendre les cours. Yao, Yves et Guy font partie de la première promotion de ce campus numérique créé il y a moins d'1 an. 4 filières en informatique pour le moment. À la clé, une licence, une maîtrise ou un doctorat, de quoi rassurer un recruteur en informatique. Cette université est crédible en termes de contenu de formation, qualité de formation aussi des étudiants qui sont formés. Aujourd'hui, au niveau du club des DSI, nous sommes environ 300 directeurs des systèmes d'information. Nous sommes prêts à recruter des étudiants diplômés de cette université. Moins sensible aux perturbations académiques, le campus numérique est une solution complémentaire pour le ministère de l'Enseignement supérieur. Il augmente la capacité d'accueil de l'enseignement universitaire, mais il s'avère déjà nécessaire de le rendre accessible à davantage d'étudiants en y intégrant d'autres filières de formation. Nous devons être à même de mettre en place des formations pour les autres catégories, n'est-ce pas, de la population. Des formations pour peut-être les jeunes mécaniciens, des formations pour les paysans. Autre perspective en vue, la mise en place de structures légères dans les grandes villes afin de rapprocher l'université virtuelle de Côte d'Ivoire de la population estudiantine en continuelle croissance. Le Rotary Club de Grand Bassam fait don de manuels scolaires pour l'alphabétisation des femmes de la ville. Les instituts de formation et d'éducation féminine et l'inspection de l'enseignement primaire ont reçu ces outils didactiques. Franck Quadio. Grand Bassam, le besoin en équipement de l'école, une question importante. Il y a aussi la nécessité du renforcement du matériel didactique. Le Rotary Club de Grand Bassam joue sa partition et il veut contribuer aussi à l'amélioration de la politique d'alphabétisation, surtout pour les femmes et les jeunes filles. C'est le sens de ce don à 4 structures. J'ai remarqué au niveau des femmes qu'il y avait un problème d'analphabétisme. Donc à mon mandat, j'ai décidé de mettre la première action sur l'alphabétisation des femmes et de toute la population. Des manuels scolaires et des guides pour mieux apprendre à lire et à écrire, une joie pour les bénéficiaires. Nos auditrices bénéficieront de ces manuels ainsi que nos dames que nous encadrons dans les différentes communautés, dans les mosquées. Le Rotary Club de Grand Bassam entend remettre le couvert. L'organisation vise à toutes les couches sociales jugées fragiles de Grand Bassam. Bonne gouvernance, lutte contre la corruption. Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a reçu le roi d'Nzima Kotoko. En sa qualité de président du Directoire des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, Nana Montano a déclaré son patrimoine hier lundi. La déclaration de biens est un acte citoyen, responsable et moral afin d'établir solidement la confiance entre les administrations et les populations.
Les communes d'Aboisseau et de Katiola remportent l'édition 2017 du concours Radio Vacances organisé par Radio Côte d'Ivoire. Des sujets comme le sida, la tuberculose, la drogue, le tabac et l'alcool étaient au centre de cette édition 2017. Issaïou. Aboisseau pour le concours Crac et Woyo et Katiola pour celui du meilleur reporter sportif sont les deux communes vainqueurs de l'édition 2017 de Radio Vacances. Les jeunes de ces deux localités ont réussi à séduire les jurys en maîtrisant les différentes thématiques sur le sida, la tuberculose, le paludisme, le tabac et l'alcool. Nous sommes très fiers d'avoir pu prendre ce trophée car nous le méritons vraiment. Nous pensons parce que nous avons beaucoup étudié. Je voudrais remercier Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport pour cette opportunité qu'elle donne à la jeunesse de s'informer sur les pandémies que nous connaissons et également de donner la chance à des personnes comme nous de s'exprimer. C'est la première fois que nous participons à l'émission et nous remportons en même temps. Donc comprenez la joie et puis la fierté. Nous comptons aussi les bonnes volontés pour nous aider à un jour sortir un produit. Pour les responsables de Radio Côte d'Ivoire, ces vacances ont permis d'éduquer, d'instruire et de distraire la jeunesse. L'objectif de Radio Côte d'Ivoire est d'accompagner les actions du gouvernement. Et les actions du gouvernement, c'est de faire la sensibilisation auprès des populations. Pendant les vacances, notre cible principale, c'est la jeunesse. Pendant 2 mois, nous avons sensibilisé avec nos partenaires du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers 4 programmes nationaux. Les autorités locales, pour leur part, ont salué l'intérêt que les jeunes accordent aux différentes thématiques relatives à la santé publique. Les infections sont des fléaux qui font beaucoup de dégâts dans nos populations, surtout dans les populations fragiles. Et la communauté des enfants fait justement partie de cette population fragile qui est très touchée par tous ces fléaux. Donc moi je salue votre choix. Tous les projets de développement de ce pays ne peuvent pas tenir dans la durabilité si la jeunesse, qui est l'avenir de la nation, n'est pas en bonne santé, pour qu'elle soit une jeunesse travailleuse pour développer le pays. C'est pour ça que nous sommes heureuses de participer aux côtés de Radio Côte d'Ivoire à cette émission-là. Radio Côte d'Ivoire a promis de renforcer son partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique les années à venir, afin de permettre aux jeunes de vivre sainement leurs vacances. 31e édition de la prière interreligieuse pour la paix. C'est dans la commune de Trècheville que la communauté Sainte Egidio a célébré cette date dans le but de promouvoir la paix dans le monde. Maria Kogbi et Astou Touré. 1 minute de silence pour les victimes du terrorisme et de la guerre dans le monde. C'est à travers des invocations que les guides religieux de diverses confessions ont célébré la 31e édition de la prière interreligieuse pour la paix. Cette cérémonie est une tradition de la communauté Sainte Egidio, initiée par le pape Jean-Paul II en 1986 à Assise, au moment où il y avait encore une certaine tension dans le monde. Il a pensé qu'il fallait réunir toutes les confessions religieuses, toutes les croyances pour organiser une prière pour la paix. Nous pensons que quand il y a des conflits ou quand il y a des choses qui doivent arriver, ça part toujours des jeunes. Parce que c'est là-bas que, je dis, on manipule plus facilement les gens. Donc nous, en tant que jeunes et responsables d'organisation, nous sommes retrouvés avec d'autres organisations de jeunesse, de religions différentes, afin de faire de nos différences une grâce et pour éviter tout ce qui peut entraîner la jeunesse à un conflit. Cette initiative de la communauté Sainte Egidio a pour but de bannir toute forme de violence dans le monde, s'aimer les uns et les autres et demeurer dans la paix. Nous demandons à Dieu notre Père de nous garder toujours dans l'esprit de la miséricorde afin d'ouvrir notre cœur pour accueillir tous nos prochains. Que Dieu fasse en sorte que la paix vraiment soit la paix de Dieu pour que le monde soit un monde de paix. Ils se sont succédés à ce pupitre, chacun avec ses mots pour formuler des prières afin que germe l'amour dans les cœurs.
Pour symboliser la paix définitive dans le monde, les guides religieux ont signé le manifeste de la paix et allumé une flamme pour marquer la fin de la violence dans le monde. Dans l'actualité internationale, Pyongyang menace d'abattre des bombardiers américains. Les récents propos de Donald Trump sur la Corée du Nord constitueraient une déclaration de guerre. Pyongyang n'exclut pas alors de prendre des mesures de riposte, notamment abattre des bombardiers américains où qu'ils soient. Washington, de son côté, juge absurde les accusations du régime nord-coréen. Et voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci de nous suivre sur RTI 1. Très bonne journée à tous.